Chapitre 12. Mort sur la lande. Pendant 1 ou 2 minutes, la surprise me suffoqua. J'eus toutes les peines du monde à en croire mes oreilles. Cependant je me ressaisis, et en même temps que je reprenais ma respiration, je sentis mon âme soulagée du poids de la terrible responsabilité qui m'oppressait. Cette parole froide, incisive, ironique, ne pouvait appartenir qu'à un seul homme. « Holmes !» m'écriai-je. « Holmes !» « Venez, me dit-il, et ne faites pas d'imprudence avec votre revolver. » Je me courbai pour passer sous le linteau de la porte, et près de la hutte, j'aperçus mon ami assis sur une pierre. À la vue de mon visage étonné, ses yeux gris papillotèrent de joie. Holmes me paraissait amaigri, fatigué, mais toujours aussi vif et aussi alerte. Dans son complet de cheviote, avec son chapeau de drap sur la tête, on l'aurait pris pour un simple touriste visitant la lande. Soigneux de sa personne comme un chat de sa fourrure, c'est une de ses caractéristiques, il s'était arrangé pour avoir son manteau aussi finement rasé et son linge aussi irréprochable que s'il fût sorti de son cabinet de toilette de Baker Street. « Oh, je n'ai jamais été plus heureux de voir quelqu'un, fis-je en lui secouant les mains. Ni plus étonné, hein? Oh, je l'avoue. Croyez bien que ma surprise a égalé la vôtre. Comment supposer que vous auriez retrouvé ma retraite momentanée? Jusqu'à 20 mètres d'ici, je ne me serais pas douté que vous occupiez la hutte. Vous avez reconnu l'empreinte de mes pas? Non, Watson, je ne me livrerai pas à une recherche aussi ardue. Seulement, si vous désirez vous cacher de moi, je vous conseille de changer de marchand de tabac. Lorsque je trouve un bout de cigarette portant la marque de Bradley Oxford Deerent, je devine que mon ami Watson n'est pas loin. Regardez, en voilà une à peu près intacte dans le sentier. Vous l'avez jetée sans doute au moment de faire irruption dans la hutte vide. Oui, je l'aurais parié. Et connaissant votre admirable ténacité, j'étais certain de vous y trouver embusqué, une arme à portée de votre main, attendant ainsi le retour de celui qui l'habite. Vous pensiez donc qu'elle servait de refuge à un criminel? J'ignorais le nom de son hôte de passage, mais j'étais déterminé à découvrir son identité. Très bien, Watson, mais comment aviez-vous appris la présence d'un étranger sur la lande? Peut-être m'avez-vous vu la nuit où vous avez donné la chasse aux convicts, cette nuit où je fus assez imprudent pour m'exposer à la clarté de la lune. En effet, oui, je vous ai vu cette nuit-là. Alors, vous avez fouillé toutes les huttes jusqu'à ce que vous soyez arrivé à celle-ci? Non, j'ai guetté votre jeune commissionnaire et j'ai su où venir tout droit. Ah, je comprends, le vieux bonhomme au télescope. J'aurais dû m'en méfier lorsque, pour la première fois, je vis ses lentilles étinceler au feu du soleil. Holmes se leva et jeta un coup d'œil dans l'intérieur de la hutte. « Ah, reprit-il, Cartwright m'a ravitaillé. Tiens, un papier. Vous êtes donc allé à Coombe Tracey? Oui. Voir Madame Laura Lyons? Oui, parfaitement. Bonne idée. Nos enquêtes suivaient une route parallèle et à l'heure où nous combinons nos renseignements respectifs, nous ne serons pas loin d'avoir fait la lumière. Ah, si vous saviez, mon cher Holmes, combien je suis heureux de vous retrouver ici. Ce mystère, cette responsabilité pesait trop lourdement sur mes pauvres nerfs. Mais pourquoi, diable, êtes-vous venu à Dartmoor et qu'y faisiez-vous?
Je vous croyais toujours à Baker Street, occupé à débrouiller cette affaire de chantage. J'avais intérêt à ne pas vous détromper. Ah, si, vous vous moquez de moi, et qui plus est, vous me refusez votre confiance, fis-je avec amertume. Je méritais mieux que cela, Holmes. Mon cher ami, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, votre concours m'a été très utile, et je vous prie de me pardonner ce semblant de méfiance. En vérité, je me suis caché de vous que par souci de votre propre sécurité, et seul le sentiment du danger que vous couriez m'a poussé à venir examiner par moi-même la situation. Auprès de Sir Henry et de vous, j'aurais partagé votre manière de voir, et ma présence aurait mis en garde nos redoutables adversaires. Notre séparation, au contraire, m'a permis d'atteindre un résultat que je n'aurais pas osé espérer si j'avais vécu au château. Je reste un facteur inconnu, prêt à se lancer dans la bagarre au moment opportun. Mais pourquoi ne pas me prévenir? Cela ne vous aurait été d'aucune utilité et aurait peut-être amené ma découverte. Vous auriez eu à me parler, et avec le cœur compatissant que je vous connais, vous m'auriez apporté des provisions de toutes sortes, que sais-je. Enfin, nous aurions couru un risque inutile. Cartwright, le gamin de l'Express Office, vous vous rappelez, m'avait accompagné. Il a pourvu à mes besoins peu compliqués. Une mige de pain et un col propre. Que faut-il de plus? Ensuite, il représentait une paire d'yeux supplémentaires, surmontant 2 pieds excessivement agiles. J'ai tiré grand profit des uns et des autres. Mes rapports ont donc été perdus, m'écriai-je. Au souvenir de la peine et de l'orgueil éprouvés en les rédigeant, ma voix tremblait. Holmes tira de sa poche un paquet de papiers. « Les voilà, vos rapports, dit-il. Lus et relus, je vous l'assure. J'avais pris toutes mes précautions pour qu'on me les expédiât sans retard de Baker Street. Je tiens à vous féliciter du zèle et de l'intelligence que vous avez déployés dans une affaire aussi difficile. Je gardais encore rancune à Holmes du tour qu'il m'avait joué, mais la spontanéité et la chaleur de ses louanges dissipèrent bien vite mon ressentiment. Dans mon fort intérieur, je convenais qu'il avait raison et qu'il était préférable pour la réussite de nos projets que sa présence sur la lande demeurât ignorée. « Je vous aime mieux ainsi, dit mon ami en voyant s'éclaircir mon visage rembruni. Et maintenant, racontez-moi votre visite à Madame Laura Lyons. J'ai deviné sans peine que vous alliez là-bas pour causer avec elle. Je suis convaincu qu'elle seule à Comtressé peut nous rendre quelques services. Si vous n'aviez pas tenté cette démarche aujourd'hui, moi je l'aurais faite demain. » Le soleil s'était couché. Peu à peu, l'obscurité envahissait la lande. Le vent ayant fraîchi, nous entrâmes dans la hutte pour y chercher un abri. Là, assis dans la pénombre, je narrai à Holmes ma conversation avec la fille de Frankland. Le récit l'intéressa à tel point que je dus le recommencer. « Tout ceci est fort important, » me dit Sherlock lorsque j'eus terminé. « Vous avez éliminé du problème une inconnue que j'étais incapable de dégager. Peut-être savez-vous qu'il existe une grande intimité entre Madame Lyons et Stapleton. » Ah non, je l'ignorais. Si, une très grande intimité. Ils se rencontrent, ils s'écrivent. Il y a entre eux une entente parfaite. C'est une arme puissante entre nos mains. Si je pouvais seulement l'utiliser,
pour détacher sa femme de lui. Sa femme, interrompis-je. Oui, sa femme. Je vous donne des renseignements en échange des vôtres. La dame qui passe ici pour Mademoiselle Stapleton est en réalité la femme du naturaliste. Grand Dieu, Holmes, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Mais comment aurait-il permis que le baronnet en devint amoureux? L'amour de Sir Henry ne devait nuire qu'à lui-même. Stapleton, vous en avez été témoin vous-même, ne veillait qu'à une chose, empêcher Sir Henry de courtiser sa femme. Je vous répète que la dame n'est pas mademoiselle, mais bien madame Stapleton. Et pourquoi ce mensonge? Son mari prévoyait qu'elle servirait mieux ses projets si le baronnet se croyait en face d'une jeune fille à marier. Tous mes secrets pressentiments, tous mes vagues soupçons prirent un corps et se concentrèrent sur le naturaliste. Dans cet homme impassible, terne, avec son chapeau de paille et son filet à papillon, je découvrais maintenant quelque chose de terrible. Un être infiniment patient, diaboliquement rusé, qui dissimulait une âme de meurtrier sous un visage souriant. Alors, c'est lui qui nous a espionnés à Londres, demandai-je à Holmes. Notre ennemi le voilà donc. Oui, j'explique ainsi l'énigme. Et la lettre d'avis, elle émanait de sa femme? Parfaitement. Des ténèbres qui nous environnaient, je voyais poindre une monstrueuse infamie. Oh, ne vous trompez-vous pas, Holmes, insistai-je. Mais comment avez-vous découvert qu'ils étaient mariés? La première fois que Stapleton vous rencontra, il eut le tort de vous confier une partie de sa véritable biographie. Oh, depuis, il a dû orienter bien souvent ce moment de franchise. J'appris par vous qu'il avait ouvert autrefois une école dans le nord de l'Angleterre. Rien n'est plus aisé que de retrouver les traces d'un magistère. Il existe des agences à l'aide desquelles on peut identifier tout homme ayant exercé cette profession. Quelques recherches me montrèrent qu'on avait supprimé une école dans d'assez vilaines circonstances. Son propriétaire, le nom différait, avait disparu, ainsi que sa femme. Les signalements concordaient. Lorsque je sus que l'homme s'adonnait à l'entomologie, je ne conservais plus de doute sur son identité. Le nuage se déchirait insensiblement. Toutefois, beaucoup de points restaient encore dans l'ombre. Je questionnai de nouveau Sherlock Holmes. « Mais si cette femme est vraiment Madame Stapleton, dis-je, que vient faire ici Madame Laura Lyons? Mais vos enquêtes ont élucidé ce point. Votre entrevue avec cette jeune femme a considérablement déblayé la situation. J'ignorais l'existence d'un projet de divorce entre son mari et elle. Si les tribunaux prononçaient la séparation, elle espérait que Stapleton, qu'elle croyait célibataire, l'épouserait. Qu'adviendra-t-il lorsqu'elle connaîtra la vérité? Oh, elle nous sera un précieux allié. Demain nous irons la voir ensemble. Mais ne pensez-vous pas, Watson, que vous avez abandonné votre poste depuis bien longtemps? Votre place, mon ami, est au château de Beckerville. Les dernières lueurs du crépuscule venaient de s'éteindre dans la direction de l'Occident, et la nuit était descendue sur la lande.
Quelques étoiles clignotaient sur la surface violacée du ciel. Une dernière question, Holmes, fis-je en me levant. Il ne peut y avoir de secret entre vous et moi. Et que signifie tout ceci? Où Stapleton veut-il en arriver? Sherlock baissa la voix pour me répondre. Mais un meurtre, Watson, un meurtre longuement prémédité, froidement exécuté avec d'odieux raffinement. Ne me demandez pas de détails. Mes filets se resserrent autour du meurtrier, autant que les siens autour de Sir Henry. Et grâce à votre appui, je le sens déjà à ma merci. Un seul danger nous menace, c'est qu'il frappe avant que nous soyons prêts à frapper nous-mêmes. Encore un jour, 2 ou plus, et j'aurai réuni toutes mes preuves. Jusque-là, veillez sur le baronnet avec la sollicitude d'une tendre mère pour son enfant malade. Votre sortie d'aujourd'hui s'imposait, et cependant je souhaiterais que vous n'eussiez pas quitté Sir Henry. Écoutez. Écoutez. Un cri perçant, cri d'horreur et d'angoisse éclata dans le silence de la lande et nous glaça le sang. Oh mon Dieu, balbutiai-je, que se passe-t-il? Pourquoi ce cri? Holmes s'était dressé vivement. Sa silhouette athlétique se profilait dans l'encadrement de la porte, les épaules voûtées, la tête penchée en avant, ses yeux fouillant l'épaisseur des ténèbres. « Silence !» dit-il tout bas. « Silence !» Ce cri n'était parvenu jusqu'à nous qu'en raison de sa violence. Tout d'abord, il avait surgi des profondeurs lointaines de la lande. Maintenant, il se rapprochait, plus fort et plus pressant que jamais. « Mais qui est-ce » reprit Holmes sans sourdine. « Où est-ce, Watson ?» Au tremblement de sa voix, je reconnus que cet homme d'airain était remué jusqu'au fond de l'âme. J'indiquai un point dans la nuit. « Là » répondis-je. « Non, là » rectifia Holmes. Une fois encore, ce cri, toujours plus proche et plus strident, passa sur la lande. Il s'y mêlait un nouveau son, un grondement profond, rythmé quoique menaçant, qui s'élevait et s'abaissait, semblable au murmure continu de la mer. « Les chiens !» s'écria Holmes. « Venez, Watson, venez vite, pourvu que nous n'arrivions pas trop tard. » Mon ami partit comme une flèche, je courais sur ses talons. D'un endroit quelconque de ce sol tourmenté, en avant de nous, monta un dernier appel désespéré, suivi du bruit sourd que fait un corps en s'abattant comme une masse. Nul autre bruit ne troubla plus le calme de cette nuit sans vent. Je vis Holmes porter la main à son front comme un homme affolé. Il frappait du pied avec impatience. « Oh, ce Stapleton nous a vaincus, dit-il. Nous arriverons trop tard. » « Non, non, répondis-je, sûrement non. Mais j'ai été assez insensé pour ne pas lui mettre la main au collet. Et vous, Watson, voyez ce qui vous coûte votre sortie du château. Mais pardieu, si Sir Henry est mort, nous le vengerons. » En aveugle, nous marchions dans l'obscurité, trébuchant contre les quartiers de roche, escaladant les collines, dégringolant les pentes, dans la direction des appels déchirants que nous avions entendus. Du haut de chaque sommet, Holmes regardait avidement autour de lui, mais l'ombre était épaisse sur la lande et rien ne bougeait sur cette immense solitude. Holmes me demanda « Apercevez-vous quelque chose, Watson ?»« Non, rien. Écoutez. »
Sur notre gauche, on avait poussé un faible gémissement. De ce côté, une ligne de rochers formait une sorte de falaise surplombant un escarpement parsemé de grosses pierres. Au bas, nous distinguâmes vaguement quelque chose de noir et d'informe. La face contre terre, un homme gisait sur le sol, la tête repliée sous lui, suivant un angle horrible à voir, les épaules remontées et le corps en boule dans le mouvement de quelqu'un qui va exécuter un saut périlleux. L'attitude était si grotesque que sur le moment, je ne pus admettre que le gémissement qui avait appelé notre attention fût un râle d'agonie. Mais pas une plainte, pas un souffle ne sortait de cette masse noire sur laquelle nous étions penchés. Holmes promena sa main sur ce corps inerte, mais il la retira aussitôt avec une exclamation d'horreur. Je frottai une allumette, et je vis que ses doigts étaient ensanglantés. Un filet de sang suintait du crâne de la victime. L'allumette nous permit de voir autre chose encore, le corps de Sir Henry Baskerville. Nous faillîmes nous évanouir. Nous ne pouvions pas ne pas reconnaître ce burlesque complet de cheviote rougeâtre, celui que le baronnet portait le matin où il se présenta pour la première fois à Baker Street. Nous l'aperçûmes l'espace d'une seconde, au moment où l'allumette jeta une dernière clarté avant de s'éteindre, de même que s'éteignait en nos âmes notre suprême lueur d'espoir. Holmes soupira profondément, et malgré l'obscurité, je le vis pâlir. « La brute, oh la brute !» m'écriai-je, les mains crispées. « Je ne me pardonnerai jamais d'avoir causé ce malheur. » Mais je suis tout autant à blâmer que vous, Watson. Pour satisfaire mon amour-propre professionnel, pour réussir un faisceau de preuves irréfutables, j'ai laissé tuer mon client. C'est le plus gros échec de toute ma carrière. Mais comment pouvais-je prévoir que malgré mes avis réitérés, Sir Henry s'aventurerait seul sur la Plande? Oui, mais comment pouvais-je le prévoir? Dire que nous avons entendu ces appels. Et quels appels, mon Dieu, et qu'il nous a été impossible de le sauver. Où est ce chien qui l'a tué? Il doit errer parmi ces roches, et Stapleton, où se cache-t-il? Il le paiera cher, ce meurtre. Oui, mais ce soin me regarde, répondit Holmes avec énergie. L'oncle et le neveu sont morts. Le premier de la frayeur ressentie à la vue d'un animal qu'il croyait surnaturel, et le second d'une chute faite en voulant échapper à la bête. Il ne nous reste plus qu'à trouver la complicité de l'homme et du chien. Malheureusement, nous ne pouvons affirmer l'existence de ce dernier que pour l'avoir entendu aboyer, car Sir Henry est évidemment mort à la suite de sa chute. Mais quelque rusé que soit Stapleton, je jure bien que je le tiendrai en mon pouvoir avant la nuit prochaine. Le cœur serré, abattu par l'épouvantable accident qui terminait si brusquement notre longue et ingrate mission, nous nous tenions chacun d'un côté de ce cadavre. La lune se levait. Nous gravîmes le sommet des roches du haut desquelles cet infortuné Sir Henry était tombé, et de ce point culminant, nous promenâmes nos regards sur la lande, irrégulièrement illuminée par les pâles rayons de l'astre de la nuit. Dans le lointain, à plusieurs miles de distance, brillait, dans la direction de Grimpen, une petite lumière jaune. Elle ne pouvait venir que de la demeure isolée de Stapleton. Je me tournai vers elle et, montrant le poing dans un geste de menace,
« Mais pourquoi n'avons-nous pas arrêté cet homme ?» dis-je à Sherlock Holmes. « Les preuves suffisantes nous manquent. Le coquin est habile et rusé au suprême degré. En justice, il ne faut pas se contenter de savoir, il faut encore prouver. À la première fausse manœuvre, le drôle nous aurait échappé, certainement. Alors, qu'allons-nous faire? La journée de demain sera bien remplie. Pour cette nuit, bornons-nous à rendre les derniers devoirs à notre pauvre ami. » Nous nous rapprochâmes du cadavre de Sir Henry. J'eus un accès de douleur à la vue de ses membres tordus par les dernières convulsions de l'agonie, et mes yeux se remplirent de larmes. Holmes avait poussé un cri et s'était penché sur le cadavre. Il riait, il dansait en se frottant les mains. Était-ce bien là mon compagnon, si flegmatique, si maître de lui? « Une barbe! Une barbe !» s'écria-t-il. « Cet homme a une barbe !»« Une barbe !» répétai-je, de plus en plus étonné. « Mais ce n'est pas le baronnet, oui, c'est mon voisin, le convict !» Fiévreusement, nous retournâmes le cadavre en le plaçant sur le dos. Une barbe, raidie par le sang coagulé, dressa sa pointe vers le ciel. Impossible de se méprendre sur ce front proéminent, ni sur ses yeux caves. Je reconnus le visage aperçu quelques jours auparavant au-dessus de la bougie placée dans une anfractuosité de roche, le visage de Selden, l'assassin. La lumière se vit aussitôt dans mon esprit. Je me souvins que le baronnet avait donné ses vieux effets à Barrymore. Celui-ci les avait remis à son beau-frère pour l'aider à fuir. Bottines, chemise, chapeau, tout avait appartenu à Sir Henry. Certes, cet homme avait trouvé la mort dans des circonstances particulièrement tragiques, mais les juges ne l'avaient-ils pas déjà condamné? Le cœur transporté d'allégresse, je racontai à Holmes que le baronnet avait fait cadeau de sa vieille garde-robe à son valet de chambre. « Ces vêtements ont occasionné la mort de ce pauvre diable, » me répondit Sherlock. Pour dresser son chien, Stapleton s'est servi d'un objet soustrait à Sir Henry, probablement de la bottine volée à l'hôtel, et la bête a poursuivi Selden. Une chose cependant me paraît inexplicable. Comment, dans les ténèbres, le convict a-t-il su que le chien lui donnait la chasse? Il l'a entendu, probablement. Parce que un chien aboie sur la lande. Un homme de la rudesse de Selden ne s'expose pas en criant comme un forcené au risque d'une arrestation. Il devait être arrivé au paroxysme de la terreur. D'ailleurs, dans la durée de ses appels, je puis conclure qu'il a couru longtemps devant le chien et une assez grande distance de lui. Comment savait-il que l'animal avait pris sa piste? En supposant que nos conjectures soient vraies, je trouve plus inexplicable encore. « Oh, je ne suppose rien, » interrompit Sherlock Holmes. « Alors, ripostai-je, pourquoi aurait-on lâché ce chien sur la lande cette nuit? Je ne présume pas qu'on le laisse continuellement vagabonder. Stapleton l'aura mis en liberté parce qu'il avait de bonnes raisons de croire que Sir Henry sortirait ce soir. Il est plus difficile de répondre à mes points d'interrogation qu'aux vôtres. Nous serons bientôt fixés sur ce qui nous préoccupe, tandis que les questions que je me pose demeureront éternellement un mystère pour nous.
En attendant, nous voilà bien embarrassés de ce cadavre. Nous ne pouvons l'abandonner en pâture au vautour et au renard. Ben, je propose de le placer dans une de ces huttes jusqu'à ce que nous ayons prévenu la police. Accepté, dit Holmes. À nous deux, nous l'y porterons facilement. Mais qui vient là, Watson? C'est Stapleton lui-même. Quelle audace! Pas un mot qui donne l'éveil, hein? Pas un mot. Sinon toutes mes combinaisons s'effondreront. Sur la lande, une forme indécise s'avançait vers nous. Je distinguai le cercle rouge d'un cigare allumé. Sous la lumière incertaine de la lune, je reconnus la démarche saccadée du naturaliste. À notre vue, il s'arrêta, puis presque aussitôt il continua son chemin. « Eh quoi, docteur Watson, vous ici ?» fit-il. « Oh, vous êtes le dernier homme que je comptais rencontrer à cette heure sur la lande. » « Mais que vois-je, un blessé? Ce n'est pas... Ah, dites-moi, vite que ce n'est pas Sir Henry. » Il passa rapidement devant moi et se baissa pour regarder le cadavre. Je l'entendis aspirer l'air profondément. En même temps, son cigare s'échappa de ses doigts. « Mais qu'est cet homme ?» bégaya-t-il. « Oh, c'est Selden, le prisonnier évadé de la prison de Princeton. » Stapleton tourna vers nous un visage hagard. Par un suprême effort, il refoula au fond de son être son désappointement et sa stupeur. Ses regards se portaient alternativement sur Holmes et sur moi. « Oh, quelle déplorable aventure !» reprit-il enfin. Et s'adressant plus particulièrement à moi, il ajouta « De quoi est-il mort ?»« Oh, nous croyons, répondis-je, qu'il se sera cassé la tête en tombant de ces rochers. Nous nous promenions sur la lande, mon ami et moi, lorsque nous avons entendu des cris. Moi aussi, je suis même accouru que pour cela. J'avais des inquiétudes au sujet de Sir Henry. » Je ne pus m'empêcher de demander « Pourquoi plutôt au sujet de Sir Henry que de toute autre personne ?» Je l'avais invité à passer la nuit soirée chez nous et j'étais fort surpris qu'il ne fût pas venu et naturellement, en entendant crier, j'ai redouté quelque malheur. Auriez-vous par hasard entendu autre chose? Bien que Stapleton eût prononcé négligemment cette dernière phrase, il nous couvait les yeux tout en parlant. « Non, n'est-ce pas, Watson ?» répliqua Holmes. « Non. » « Mais pourquoi cette question ?» interrogea mon ami d'un air innocent. « Oh, vous connaissez les sales histoires que racontent les paysans sur un chien fantôme. On prétend qu'il hurle parfois la nuit sur la lande. Me demandais si par hasard cet étrange bruit n'aurait pas retenti ce soir. »« Non, pas que je sache, répondis-je. » « Mais quel est votre avis sur l'accident survenu à ce pauvre diable ?» continua Stapleton. « Bon, les transes perpétuelles dans lesquelles il vivait et les privations auxquelles l'exposait son genre de vie ont probablement ébranlé sa raison. Dans un accès de folie, il s'est mis à courir sur le plateau et en tombant du haut de ses rochers, il se sera fracturé le crâne. » « Cela me paraît très vraisemblable, » approuva Stapleton, avec un soupir qui témoignait d'un soulagement interne. « Et vous, monsieur Holmes, quel est votre avis ?» Mon ami esquissa un vague salut. « Je trouve, dit-il, que vous acceptez bien facilement les solutions. »
Depuis la venue du docteur Watson, reprit le naturaliste, nous vous attendions tous les jours. Vous arrivez pour assister à un drame. Oui, demain, en retournant à Londres, j'emporterai avec moi un pénible souvenir. Ah, vous repartez demain? Oui, j'en ai l'intention. Je souhaite que votre visite ait fait un peu de lumière sur ces événements qui troublent la contrée. Holmes se haussa les épaules. Oh, on ne cueille pas toujours autant de lauriers que l'on croit, fit-il. Pour dégager la vérité, il faut des faits, non des légendes ou des rumeurs. J'ai complètement échoué dans ma mission. Mon ami parlait sur un ton de franchise et d'indifférence parfaitement joué. Cependant, Stapleton ne le perdait pas des yeux. Il se retourna vers moi en disant « Je voudrais bien transporter chez moi le cadavre de ce malheureux, mais je crains d'effrayer ma sœur. Recouvrons-lui le visage, il restera ainsi sans danger jusqu'à demain matin. » Nous fîmes ce que conseillait Stapleton. Puis, malgré son insistance pour nous emmener à Merripit House, Holmes et moi, nous reprîmes le chemin de Baskerville, laissant le naturaliste rentrer seul chez lui. En nous retournant, nous vîmes sa silhouette s'éloigner lentement à travers l'immensité de la lande. « Nous touchons au moment critique, me dit Sherlock, tandis que nous marchions silencieusement. Cet homme est joliment fort. Au lieu de Sir Henry, c'est Selden qui tombe victime de ses machinations. Et avez-vous remarqué comment il a supporté ce coup, qui en aurait paralysé bien d'autres? Je vous l'ai dit à Londres, Watson, et je vous le répète ici, nous n'avons jamais eu à combattre d'ennemis plus dignes de nous. Je regrette qu'il vous ait vu. Je le regrettais aussi tout d'abord, mais il n'y avait pas moyen d'éviter cette rencontre. Pensez-vous que votre présence au château modifie ses plans? Demandai-je. Oh, elle peut le rendre plus prudent ou au contraire le pousser à la témérité. Comme la plupart des criminels habiles, il est capable de trop compter sur son habileté et de croire qu'il nous a dupés. Et pourquoi ne l'avons-nous pas arrêté? Mon cher Watson, vous êtes un homme d'action, vous. Votre tempérament vous porte aux actes d'énergie. Mais supposons par exemple que nous ayons arrêté tout à l'heure. Qu'en serait-il résulté de bon pour nous? Quelles preuves fournirions-nous contre lui? C'est bien en cela qu'il est rusé comme un démon. Si nous tenions un complice qui fût en mesure de déposer devant les juges, passe encore. J'admets même que nous nous emparions de ce chien. Il ne constituerait pas une preuve suffisante pour qu'on nouât une corde autour du cou de son maître. Il y a la mort de Sir Charles. L'examen de son cadavre n'a révélé aucune trace de blessure. Vous et moi, nous savons qu'une frayeur l'a tué, et nous connaissons la cause de cette frayeur, mais comment faire pénétrer cette certitude dans le cœur de 12 jurés imbéciles? Comment prouver l'intervention du chien? Où est la marque de ses crocs? D'ailleurs, un chien ne mange jamais un cadavre, et Sir Charles était trépassé lorsque l'animal l'atteignit. Nous devrions établir tout cela, vous dis-je, et nous sommes loin de pouvoir le faire. Et le drame de cette nuit? Il ne nous a rien apporté de concluant. Quelle relation directe existe-t-il entre le chien et la mort de Selden? Avons-nous vu la bête? Non, mais nous l'avons entendu. Je vous l'accorde, mais prouvez-moi quelle poursuivait le convict. Pour quelle raison cette poursuite? Moi, je n'en trouve pas. Non, mon cher Watson, il faut nous résigner à la pensée que nous ne pouvons formuler aucune accusation précise et nous efforcer de recueillir des preuves indiscutables. Mais comment y arriver?
par Madame Laura Lyons. Lorsque nous l'aurons renseignée sur le compte de Stapleton, elle nous sera d'un grand secours. J'ai mes plans, moi aussi. Attendons-nous à de graves événements pour la journée de demain. Toutefois, avant 24 heures, j'espère bien avoir définitivement le dessus. Holmes borna là ses confidences. Il continua à marcher, perdu dans ses réflexions, jusqu'à la porte du château de Baskerville. « Entrez-vous » lui demandai-je. « Pourquoi pas? Je n'ai plus de raison de me cacher. Encore un mot, Watson. Ne parlez pas du chien à Sir Henry. Qu'il pense de la mort de Selden ce que Stapleton voulait que nous courissions nous-mêmes. Il n'en sera que plus dispos pour l'épreuve qu'il subira demain. Vous m'avez dit qu'il est invité à dîner à Merripit House. Je le suis également. Alors vous vous excuserez. Sir Henry doit seul accepter l'invitation. Nous inventerons un bon prétexte à votre absence. Et maintenant, allons prier le baronnet de nous donner à souper.